OK. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte, on va laisser encore 2-3 minutes aux derniers arrivants. Est-ce que vous me recevez bien déjà? On va encore attendre 2 minutes, le temps que les derniers arrivent. Je vois qu'on est déjà 120 là sur la plateforme, c'est très bien. Alors bizarrement, moi par contre, je vois pas les chats. Tu sais? C'est bizarre. OK. Bon, de toute façon, je le vois sur cet écran-là, mais tu peux poser une question? Poser une question. Voir si je la vois bien apparaître. Ah mais test. Je teste. Ouais, OK, super. Au moins je vois ça. Allez, encore une petite minute et puis on va se lancer. OK. Bon, bah, bienvenue à tous. On est 140 participants ce matin, donc c'est bien. On voit qu'on a eu beaucoup d'intérêt pour le sujet de la facturation électronique. Donc moi, je m'appelle Antoine Lange, je suis contrôleur de gestion au sein de l'équipe, donc l'équipe gestion de Valoxy. Et le but, en fait, c'est de faire un point d'environ 1 heure avec vous sur le sujet, donc la facturation électronique, donc comment s'y préparer. Donc le but, dans un premier temps, c'est de vous faire un petit peu une mise à jour des connaissances, en fait, sur le sujet pendant environ une demi heure, donc une présentation où, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, ce qui va se passer et comment ça va se dérouler pour, cette année et l'année prochaine concernant le sujet de la facturation électronique. Et donc au fur et à mesure que, le live se déroule, bah, je vous invite à poser vos questions. Donc dans l'onglet questions, pas dans l'onglet chat, mais vraiment dans l'onglet questions qu'on a en bas à droite de votre écran. Et donc j'y répondrai à la fin et ce sera le moment d'échange, pour pouvoir, justement répondre à vos questions.
Alors déjà, j'ai une première question de Johan Morgan, donc qui demande si le replay sera disponible. Oui, effectivement, il sera disponible. Il sera envoyé à tout le monde. On pourra aussi vous envoyer le support PDF que je vais vous présenter ici. Et derrière, pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter non plus, malheureusement qui ont eu un empêchement de dernière minute, effectivement, elles pourront aussi avoir accès au support pour pouvoir suivre de leur côté, une fois que c'est terminé. Voilà. Donc, la facturation électronique, comment s'y préparer? Donc déjà, en fait, ça va être une présentation donc en ces slides. Donc, déjà, je vais représenter un petit peu le cabinet, savoir qui on est, ce qu'on peut faire pour vous aussi. Ensuite, donc je vais présenter donc la réforme de la facturation électronique, ce qu'il en est, ce que ça concerne, les objectifs de la réforme. Ensuite, il y aura un point sur le périmètre d'application, puisque toutes les structures ne sont pas concernées, mais quand même la plupart. Le calendrier de mise en application, puisqu'on sait qu'il y a un échelonnement en fait des obligations qui va commencer de septembre 2026 pour aller jusqu'à septembre 2027. Ensuite, je présenterai donc l'écosystème de la facturation électronique, savoir un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les interlocuteurs, quels sont les acteurs. Les fonctionnements donc des PA et SC, alors c'est un acronyme qu'on va retrouver assez souvent. En fait, PA, ça signifie plateforme agréée et SC, ça sera solution compatible. Je vais y revenir un petit peu après, je vous rassure. C'est un acronyme qu'on retrouvera assez souvent, mais je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Ensuite, donc les 2 obligations donc liées à la facturation électronique, en émission, donc qui sont le e-invoicing, donc en fait la facture au format, B2B comme on l'entend habituellement entre, 2 sociétés, soumises à TVA, et le e-reporting qui concerne en fait une remontée d'informations, des ventes qui sont réalisées auprès des particuliers. On y reviendra aussi après. Enfin, je vais parler donc du rôle du PPF, donc qui est le portail public de facturation, qui était en fait un rôle qui sera un rôle recentré. Et enfin, on va continuer après par la présentation d'une facture électronique pour vous montrer un petit peu un exemple, en fait, pour essayer un petit peu de démystifier la chose et de comprendre un peu de quoi il s'agit. On continuera ensuite sur les risques pour les dirigeants, si, notamment s'ils ne se mettent pas à jour de leurs obligations par rapport à la réforme, et ensuite, donc les opportunités et bénéfices de la réforme, si donc si le dirigeant se met à jour et qu'est-ce qu'il peut en tirer comme avantage. Donc quels sont les changements aussi des dirigeants? Enfin, on terminera par donc notre rôle dans l'accompagnement sur ce sujet et nos recommandations en fait pour le choix des PA, donc des plateformes agréées pour vous, donc qui seront effectives à partir de septembre 2026. Donc voilà, un beau programme qui permet donc de lancer la matinée. Donc déjà, donc en fait, le cabinet Valoxy, donc en termes de présentation, donc aujourd'hui, on a environ 150 collaborateurs. On a 11 bureaux répartis donc dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, donc de Dunkerque à Maubeuge, en passant bien sûr par Lille, Douchy-les-Mines, pardon, j'ai dit Orsainval, Hasbrook, Armentières et Saint-Omer et Arras principalement. Donc on se repose en fait sur les 4 expertises métiers de base qui sont l'expertise, l'audit, le social et le juridique. Et en fait, au-delà de ça, on a donc ce qu'on appelle une marguerite de service qui permet en fait de vous accompagner sur tout le reste. Donc ça va être la formation, ça va être la FUSAC donc pour la partie acquisition cession, la gestion donc en l'occurrence dans le service dans lequel on travaille, l'IT, le patrimoine, la RH, les services, le Valoxy Avocat qui est une société d'avocats, Valoxy Croissance et Valoxy Conseil. Donc maintenant le cœur du sujet, donc la réforme de la facturation électronique. Donc en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, donc c'est un changement de pratique, administrative et de gestion des entreprises. Alors il faut savoir qu'en fait la facturation électronique, ce n'est pas simplement une facture qui est émise au format PDF et qu'on envoie par mail, c'est un petit peu plus complexe que ça. On va vous expliquer un petit peu en quoi, le format est, on va dire, normalisé. En fait, il repose sur des plateformes agréées et des systèmes compatibles. Alors, qu'est-ce qu'une plateforme agréée? En fait, une plateforme agréée, c'est une plateforme qui répond à un cahier des charges de l'État. Aujourd'hui, il y a 150 plateformes agréées, d'accord, qui sont immatriculées ou pré-immatriculées parce que c'est quand même un processus qui est encore en cours. Donc en fait, ces plateformes doivent être capables de, en fait, de communiquer la facture que vous allez envoyer
à la plateforme de votre client et d'autre part aussi de communiquer en fait l'information de la TVA qui est due ou, collectée à l'État en fait. Donc la réforme en fait en termes de calendrier, donc effectivement à la base c'était prévu pour le 1er janvier 2023. Il y a eu plusieurs décalages. C'est pour ça qu'on en entend parler quand même depuis longtemps. Ça a été quand même le serpent de mer pendant 3 à 4 ans, là, ces 3 à 4 dernières années. Mais aujourd'hui, donc à fin 2025, il y a encore eu un sujet de report. Au final, tout le monde a en tout cas les cabinets d'expertise comptable et beaucoup d'acteurs économiques ont poussé pour que la réforme ait lieu parce qu'en fait, il s'agissait donc d'avancer sur ce sujet et donc en fait la réforme aura bien lieu donc à partir de septembre 2026 pour la réception et septembre 2027 pour l'émission. Donc les objectifs de la réforme en fait, ils sont assez clairs, ils sont donnés donc par la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques. Donc d'abord, c'est la lutte contre la fraude. En fait, la fraude à la TVA, ça représente environ 20 à 40 milliards d'euros perdus en termes de recettes pour l'État aujourd'hui. Donc l'objectif est quand même de renforcer les contrôles, tout en sachant que, ce n'est pas forcément la facturation électronique qui va, permettre de récupérer tout ce qui est dû, mais ça permettra quand même de renforcer les contrôles et de contrôler en fait ce qui est déclaré entre une entreprise A et une entreprise B. L'objectif est aussi donc de renforcer la compétitivité. Donc, ça permettrait normalement, d'alléger la charge administrative, des entreprises en étant un petit peu plus efficace, côté, client chez le enfin dans le traitement des factures. Ça permettra aussi normalement une simplification fiscale. En fait, aujourd'hui, vous avez aujourd'hui votre comptable, donc, en l'occurrence Valoxy, fait une déclaration de TVA pour vous. Heu L'objectif en fait pour l'État, c'est de contrôler ces déclarations de TVA dans un premier temps. Donc de contrôler en fait ce qui est déclaré par le cabinet et ce qui est déclaré en fait, ce qui est remonté comme information via les plateformes agréées. Parce que comme je le rappelle, les plateformes agréées, donc les PA, doivent remonter l'information de la TVA, collectée et de la TVA payée à l'État, de manière, en gros, de manière instantanée. Donc en fait, quand vous émettez une facture, l'État est au courant de la TVA qui est émise sur cette facture. Ça doit permettre aussi donc d'améliorer une connaissance la connaissance de l'économie. En fait, ça, c'est vraiment pour toute la partie statistique et pour la partie pilotage, notamment aide, qu'on peut avoir comme on a pu connaître pendant le covid avec les PGE, en fait. Donc là, ça permet vraiment de voir le niveau d'activité en quasi temps réel, puisqu'en fait les factures sont envoyées au fur et à mesure. Donc l'État pourra en fait savoir quelles sont potentiellement, quand on a des crises comme on a eu la crise covid, on a eu la crise énergétique, ça permet de savoir un petit peu en fait quels sont les secteurs les plus touchés et sur quel secteur d'activité il faudra orienter les aides quand il y a des besoins ponctuels. Ça permettra aussi un contrôle accru des délais de paiement, notamment en fait pour les entreprises qui ont tendance à être, mauvais payeurs et qui ont des délais de paiement à rallonge. En fait, avec le statut de la facturation électronique, on aura, la date de facturation et la date d'échéance. Si demain, en fait, vous avez des entreprises chez vous, des clients à vous, par exemple, qui ont l'habitude de payer à plus de 90 jours, à plus de 120 jours, bah là, en fait, il risque d'y avoir, des déclenchements de contrôle, donc notamment de la DGCCRF, donc la Direction générale de la consommation et la répression des fraudes. Donc en fait, pour justement éviter parce que c'est quand même des pratiques qui sont, bah, déloyales, qui sont, hein, d'ailleurs amendables et donc ça permettra de renforcer les contrôles à ce niveau-là. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette là j'ai quand même beaucoup parlé de contrôle. C'est quand même le but de l'État, hein, c'est de renforcer le contrôle. Ça, c'est sûr. C'est un but non dissimulé. Le périmètre d'application. Donc, en fait, le périmètre d'application, donc la facturation électronique s'applique à tous les assujettis à la TVA établis en France. Donc, quand on dit assujettis à la TVA, il y a quelque chose qui est très important, c'est de savoir en fait si votre structure, donc que ce soit entreprise individuelle, société, micro-entreprise, est assujettie à la TVA ou pas. Alors il y a 2 choses, il y a le fait d'être assujetti à la TVA et il y a le fait de faire des opérations qui sont soumises à TVA et ça, ce sont 2 choses différentes. Par exemple, je pense aux médecins notamment. Le médecin est assujetti à la TVA.
En revanche, les opérations qu'il réalise ne sont pas soumises à la TVA. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le médecin aura une obligation et donc en fait rentre dans le champ de la réforme et sera dans l'obligation de recevoir ses factures au format électronique. Il ne sera pas dans l'obligation d'émettre. En fait, en termes d'émission, il n'aura pas d'obligation. En revanche, il sera obligé en fait d'être capable de recevoir les factures au format électronique. Donc ça, c'est vraiment une nuance qui est importante à préciser. Mais en résumé, si vous faites des opérations commerciales standards, donc c'est-à-dire si vous n'êtes pas une association à but, à objet non commercial et en gros, si vous n'êtes pas un particulier, en tout cas, si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas des particuliers, enfin, en tout cas, vous agissez pas en tant que particulier, et bien, en fait, vous êtes soumis d'une manière ou d'une autre à la réforme. Alors pour ça, et justement, je vais vous envoyer le support du webinaire et sur cette slide, en fait, il y a un lien qui s'appelle donc c'est Phoebe. C'est donc en fait un chatbot qui a été développé par l'ordre des experts comptables qui permet en fait de tester sur chaque opération, chaque type d'opération que vous avez, certaines qui sont soumises, certaines qui ne sont pas soumises, quelle est l'obligation qui va être liée avec en fait cette opération. Donc je vous inviterai une fois que je vous ai envoyé ce support, si vous avez des questions sur certaines opérations, à tester en fait votre obligation par rapport à certaines de vos opérations, sachant que certaines opérations sont, enfin, selon l'opération, en fait, il y a une exigence différente. Donc le calendrier de mise en application, donc ça sera à partir de septembre, 1er septembre 2026 en réception pour toutes les entreprises. Donc toutes les entreprises assujetties à la TVA, donc les grandes entreprises, les ETI, les PME, les TPE et les micro-entreprises. Donc là, tout le monde est concerné. La deuxième obligation sur septembre 2026, c'est en émission. Donc pour la partie vraiment émission de facture pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Mais là, normalement, chez nous, on n'a pas de sociétés qui sont concernées, sauf exception, je ne pense pas. La troisième obligation, et là, ça vous concernera vous aussi, donc c'est pour le 1er septembre 2027, donc l'obligation d'émission qui est générale. Donc pour les PME, TPE, micro-entreprises, donc en fait tout le monde. Donc si je résume un petit peu pour vous, vous serez obligé donc de recevoir des factures au format électronique à partir du 1er septembre 2026 et vous serez obligé de les émettre en format facturation électronique à partir du 1er septembre 2027. Alors, donc l'écosystème de la facturation électronique. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu et encore une fois pour démystifier un petit peu le fonctionnement, ça va être un fonctionnement assez simple à comprendre. En fait, vous avez une entreprise A, donc admettons, c'est vous. Donc vous faites une facture pour votre client. Vous allez la faire en fait via ce qu'on appelle une solution compatible. Une solution compatible, en fait, c'est potentiellement c'est un logiciel de facturation. Un logiciel de facturation qui doit avoir été en fait, qui respecte en gros les exigences pour pouvoir faire une facture au format électronique. Le format, on y reviendra après. Donc vous faites une facture avec votre logiciel de facturation comme vous pouvez le faire aujourd'hui, si tant est que ce n'est pas Word ou Excel, parce que ça sera plus possible. Donc vous utilisez un logiciel de facturation. Ce logiciel de facturation, il va aller déverser votre facture en fait, sur une PA, donc une plateforme agréée. Cette plateforme agréée, comme je le disais, qui respecte en fait un cahier des charges assez exigeant de l'État. Cette plateforme agréée en fait va ensuite envoyer cette information, donc la facture, à deux interlocuteurs. Donc la plateforme agréée de la plateforme du client en fait. Donc en fait, c'est une sorte de boîte aux lettres. Donc il va aller livrer la facture dans la boîte aux lettres du client, qui ensuite, la boîte aux lettres, bah, elle va aller délivrer en fait l'information de la facture au client. La deuxième interlocuteur, c'est le PPF, donc en fait le portail public de facturation qui est en gros connecté à la DGFiP, à l'administration fiscale, où là en fait vous envoyez les infos de la facturation avec les montants hors taxes, les montants de TVA, le montant TTC. Et c'est là en fait qu'intervient le contrôle de l'État. Donc là, il faut quand même voir que l'État vraiment a un rôle central dans, dans l'écosystème.
Alors, le fonctionnement des PA et des SC, donc des plateformes agréées et des solutions compatibles. Donc, en fait, comme je disais, les plateformes agréées donc, sont des prestataires privés qui ont fait une procédure qui ont fait l'objet d'une procédure d'immatriculation pour une durée donc, de 3 ans. Et elles sont les seules habilitées à assurer les fonctionnalités de la réforme, donc invoicing et e-reporting. Ce qui veut dire qu'en fait, si on ne passe pas par les plateformes agréées, notre facture ne rentre pas dans le champ en fait, donc elle n'est pas réglementaire. Donc l'APA doit être capable donc d'émettre, de transmettre et de réceptionner les factures. Donc on a 3 formats de facturation électronique. Les formats, j'y reviendrai après, je vous expliquerai un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc elles doivent être capables aussi de gérer, donc de respecter en fait le cycle de vie des factures. Donc d'être capable en fait d'accepter une facture, de l'accepter partiellement, de la refuser, qui sont en fait les cycles obligatoires. Les plateformes doivent être aussi capables donc en fait de communiquer avec chaque plateforme et chaque client, ce qui veut dire qu'en fait, il y aura un fichier centralisé qui permettra en fait de savoir quel client, en fonction du numéro de sirène, quel client est sur quelle plateforme. Alors ensuite, donc je vais passer au e-invoicing, donc qui est en fait le cœur de la réforme, qui est en fait la facturation au format électronique. Donc en fait le invoicing, en fait, c'est l'émission, la transmission et la réception de factures en B2B, donc entre deux clients professionnels, donc qui sont dont en fait dont l'opération est assujettie à TVA en France, donc qui est soumise à TVA, donc sous une forme en fait dématérialisée et structurée. Alors les formats, en fait, donc il y a 3 formats structurés qui sont le format FactureX, le format CII et le format UBL. Je vais vous présenter à la suite le format FactureX. En fait, il faut savoir que le format FactureX sera le plus utilisé. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc la transmission, donc comme je disais, elle est imposée via les plateformes agréées. Donc on ne pourra plus effectivement envoyer les factures par mail, même si c'est en PDF, ça ne sera pas suffisant, ou par fax, ou par courrier. Donc ça sera impossible. Le cycle de vie, donc effectivement, il y aura 4 statuts obligatoires pour le cycle de vie. Donc il y a le statut déposé, le statut rejeté, le statut refusé et le statut encaissé. Donc pour les prestations de services. Et enfin, comme je disais, donc les données seront transmises à l'administration fiscale pour contrôle donc en automatique. La deuxième obligation, donc c'est le e-reporting. Donc le e-reporting, en fait, c'est la transmission, en gros, à l'administration des données de transactions auprès des B2C, et de certaines transactions B2B intra-européennes en fait. Donc en fait là c'est vraiment l'exemple du boulanger qui fabrique du pain et qui vend du pain toute la journée. En fait à la fin de la journée il a fait un certain nombre de ventes. Alors bien sûr il ne va pas envoyer ses factures à ses clients pour la baguette à 1 euro, mais en revanche il doit en fait remonter à chaque fin de journée. Alors c'est pas une fréquence journalière, hein, ça sera une fréquence mensuelle ou par tous les 10 jours. Ça dépendra du régime fiscal. Mais en gros, à la fin de la journée, le boulanger a fait une certaine quantité de ventes. Il doit remonter cette information à l'État. Donc en fait, ça doit être de dire j'ai fait tant de ventes hors taxe, tant de montants, tant de ventes soumises à la TVA avec une TVA de X%, et voilà le montant TTC. En fait, là, c'est juste une remontée d'informations. Pour reprendre un petit peu le schéma qu'on avait ici, en fait, c'est une remontée où en fait, on n'a pas le côté entreprise B, on a vraiment l'entreprise A, donc qui en l'occurrence serait une boulangerie par exemple, qui remonte l'information des ventes réalisées chaque jour à l'État. Enfin, le PPF, donc qui est le portail public de facturation. Donc à la base, en fait, le portail public de facturation devait assurer le rôle de plateforme agréée publique. L'État a abandonné ce rôle et je pense que c'était notamment pour des raisons budgétaires, mais en même temps, je pense que c'était plutôt judicieux de leur part et de laisser potentiellement les acteurs privés en fait qui sont en concurrence et sont quand même capables d'offrir des choses assez compétitives et même en termes de prix qui sont plutôt bien déterminé. Donc, en fait, le PPF, en fait, ça a été renommé le concentrateur de flux. Et en fait, ça va se cantonner à 3 missions demain. Donc, qui est donc l'annuaire. Donc, comme je disais, en fait, on doit savoir quelle entreprise appartient à quelle PA, plateforme agréée.
Donc ça, c'est la première mission du PPF. Le deuxième, c'est comme je disais encore une fois, c'était le concentrateur de données, donc en fait de remonter les informations financières à la DGFiP. Et le troisième, pour ceux qui font qui travaillent avec le public, donc en fait, ça sera le nouveau support en fait de Chorus Pro. Donc pour déposer les factures que vous réalisez auprès du public, donc ça sera la plateforme en fait, la plateforme dédiée pour ces sociétés qui travaillent avec le public, avec les marchés publics. Donc, comment se présente une facture électronique? Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, donc on a trois formats compatibles, donc le FactureX, l'UBL et le CII. Alors ça paraît un petit peu compliqué, comme ça à déchiffrer, mais en fait, il y a deux formats qui sont, en gros, des fichiers texte qui sont en fait uniquement, lisibles pour, des machines. Donc ça, en fait, ça vous permet en fait de passer d'une plateforme A à une plateforme B et vous derrière, votre plateforme va vous afficher en fait la facture, elle va lire, la machine va lire la facture et elle va vous afficher en fait les informations importantes. Par exemple, le montant, les libellés, le sirène du fournisseur, les dates. Ça, c'est vraiment pour la partie machine-machine. Et il y a un troisième format aussi qui est quand même beaucoup plus intéressant. Donc en fait, c'est un format donc, avec un PDF en recto, entre guillemets, et derrière un fichier en fait XML, donc qui reprend aussi toutes les informations importantes qui sont présentes dans la facture. Donc ça, en fait, ça permet donc de retrouver vraiment quelque chose qu'on utilisait avant, enfin qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est bah, la facture telle qu'on la connaît en fait. Et donc là, je vais vous montrer un exemple de format au FactureX. Oh là, ça a fait une mise en menu. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez bien mon écran, effectivement. Donc là, en fait, voilà. Donc là, par exemple, c'est une facture Penny Lane, en l'occurrence. Donc j'ai flouté le client, hein, bien sûr. Je l'ai anonymisé. Donc voilà, ça, c'est une facture au format FactureX. Donc en fait, on retrouve effectivement tous les éléments qu'on a habituellement. Donc là, c'est une facture d'abonnement avec le montant hors taxe, le montant de TVA, l'identité de l'émetteur, l'identité du client ici qui est cachée. Voilà, donc ça, on connaît. Derrière, en fait, là, j'ai un petit indicateur ici, FX. En fait, ça m'indique que la format est une facture X, en fait. Donc, qui respecte le protocole, en gros, enfin, réforme de la facturation électronique. Donc, ce qui veut dire que derrière, en fait, en pièce jointe, j'ai tout un ensemble de textes, en fait. Donc, ça ressemble à ça. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas lisible. Enfin, pour nous, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et c'est pas quelque chose avec lequel on a envie de travailler. Mais ça, en fait, ça permet à la machine de décrypter les informations importantes et notamment les montants de TVA, les montants hors taxes, etc. Donc ça, en fait, c'est une facture qui respecte le format requis. Donc là, vraiment la partie qu'on a l'habitude de connaître et derrière la partie XML. Voilà. Euh, voilà. Là, on est bien revenu sur la présentation. On voit bien là, ou je suis peut-être un peu grand, non? Voilà. Donc maintenant, les opportunités et les bénéfices de la réforme. Donc, nous, on voit vraiment 4 avantages à cette réforme. Donc, il y a déjà un avantage en fait au niveau de la fiabilisation. Donc, le renforcement du contrôle des factures. En fait, donc on va pouvoir vraiment avoir une vision chacun. Donc, le dirigeant et le comptable aussi va pouvoir avoir une vision de ce qui tombe en termes de facturation au même endroit. Donc ça permettra de vraiment de renforcer les contrôles. Ça suppose quand même de définir les workflows, notamment pour les sociétés qui ont plusieurs acheteurs, plusieurs valideurs, plusieurs payeurs. En fait, il faudra vraiment définir le process interne ou redéfinir si besoin, pour être sûr qu'en fait, il n'y ait pas de trou dans la raquette et qu'en fait il n'y ait pas des défauts en fait de contrôle interne. En termes financiers, donc normalement, ça devrait réduire les délais de paiement, donc améliorer potentiellement le besoin en fonds de roulement pour les sociétés qui ont tendance à avancer de la trésorerie et qui ont vraiment beaucoup de cash qui n'est pas encore encaissé.
En termes de conformité, donc normalement, et ça c'est vraiment, ça a été cité par les entreprises, donc on devrait avoir une meilleure traçabilité des échanges, notamment en fait sur l'historisation, les archives en fait de la facturation. Ça permettra potentiellement d'éviter en fait de perdre des factures. Et, le jour où on a un contrôle, et ça permet justement d'avoir tout au même endroit et de sécuriser les données. Ça permettra aussi le pilotage en temps réel, puisqu'en fait, on va avoir les factures en instantané. Il n'y aura pas de délai de délai de transfert comme on peut avoir quand on envoie une facture aujourd'hui par courrier, ou alors qu'on reçoit les factures par mail, mais qu'on n'a pas forcément relevé la boîte mail. Normalement, ça permettra d'avoir une instantanéité un peu plus directe. Alors, quels sont les changements pour les dirigeants? Donc, nous, on en voit 3. Donc, en fait, bien sûr, il y a un changement de pratique. Donc, il faudra forcément, en émission, à partir de septembre 2027, utiliser, comme je disais, une solution compatible. Donc, je pense que la plupart d'entre vous utilisent déjà des logiciels de facturation. Il faut savoir que la plupart seront solutions compatibles. Ça, c'est vraiment à regarder au cas par cas, en fait. Mais il faudra vraiment, et là-dessus, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour vous poser, enfin, si vous vous posez la question de savoir si votre logiciel est solution compatible ou pas. Il y aura donc une simplification du process parce qu'en fait, il y aura une seule interface ou deux, ça dépend si vous avez la même pour l'émission et la réception. Mais en gros, il y aura une seule interface pour, par exemple, recevoir vos factures. Pour la réception, vous en aurez forcément une seule. Donc, en fait, vous aurez toutes les factures au même endroit. Ça permet d'éviter en fait d'aller chercher notamment, je pense aux factures d'énergie comme Total, EDF, Engie, ou en fait des fois, ou de téléphone aussi comme Orange ou SFR, où en fait des fois on est obligé d'aller sur la plateforme pour aller rechercher la facture. Donc, ça veut dire on a toujours plusieurs logins, on a les factures à aller chercher à différents endroits, et donc c'est pas forcément pratique. Et en fait, on n'a pas un processus unique. Là, on saura qu'en fait, les factures arrivent sur cette plateforme, on se connecte sur la plateforme, on peut le faire 2 fois par semaine, toutes les semaines ou tous les 15 jours selon la fréquence et le nombre de factures que vous avez à traiter et la taille de la société. Mais voilà, on sait que toutes les factures sont au même endroit. Celles qui ne passent pas par cette plateforme ne seront de toute façon pas réglementaires en fait. Donc, elles ne respecteront pas la règle. Donc une facture qui serait envoyée par mail n'aurait pas de preuve, enfin n'aurait aucune valeur juridique en fait. Et donc c'est aussi l'occasion en fait de repenser le process client et fournisseur. Donc notamment sur la façon dont vous travaillez avec vos clients et vos fournisseurs. Alors les risques, parce qu'il faut quand même en parler aussi. Donc là aussi, on en voit 3 en fait. Donc il y a un risque réglementaire, c'est que la facturation électronique est une obligation légale. Comme je le disais, une facture qui ne passe pas par le circuit légal en fait n'aura pas de valeur juridique. Et en plus de ça, en fait, on aura un risque de 15 € d'amende par facture non conforme. Donc ça peut aller vite quand on a des entreprises qui font plusieurs milliers de factures par mois. Bon, là-dessus, il faut savoir que on estime que en fait, il y aura quand même une tolérance les premiers mois, donc notamment à partir de septembre 2026. On pense que les premières amendes ne tomberont pas a priori pour le dernier trimestre 2026. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut traîner sur le sujet. Et donc, je vous invite quand même déjà à choisir. Enfin, on va vous aider sur le sujet, hein, mais à choisir la plateforme agréée qui vous correspond pour ceux dont ce n'est pas encore le cas, et donc à être apte en fait. Je vous recommande donc avant l'été. Parce que l'été, on sait que juillet, août, ça peut passer vite et il ne se passe pas forcément grand-chose. En termes de risque organisationnel, donc si le client n'est pas équipé, donc comme on le disait, il y a une perte de temps, parce que notamment en fait, il ne saisira pas l'opportunité qui est liée à la réforme de la facturation électronique. Il n'aura pas forcément les gains de fiabilité qu'il peut escompter s'il se met à jour tout de suite. Et donc en fait, il y a aussi un risque de trésorerie si en fait, si le dirigeant ne parvient pas à faire parvenir sa facture dans le circuit légal, et que du coup, en gros, le client va dire voilà, je n'ai pas eu votre facture, donc moi je ne vous paye pas. Donc là, il faut vraiment faire attention à ça. Il y a aussi un risque de contrôle. Donc en fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais l'automatisation n'exclut pas le contrôle. En fait, le contrôle sera vraiment particulièrement à renforcer, notamment les premiers mois, parce qu'en fait, on a vraiment, c'est une crainte de la DGFiP que l'on a aussi chez nous. C'est qu'en fait, on va avoir les premières factures qui vont arriver chez vous, donc à partir de septembre 2026. Et notamment, en fait, potentiellement, n'importe qui avec un sirène peut émettre une facture.
Donc là-dessus, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des tentatives de fraude, parce que potentiellement une société frauduleuse qui a été créée récemment va être créée, elle va envoyer 10 000 factures, potentiellement avec des petits montants. Elle va envoyer 10 000 factures à 3, 4, 5 euros, et en fait, il suffit qu'il y ait 100 ou 200 personnes qui répondent, qui acceptent la facture, et puis potentiellement, on a des factures qui ne sont pas justifiées, qui sont payées. Donc là, il faudra vraiment, donc c'est ce qu'on précise, prévoir un audit de procédure pour les sociétés, notamment avec plusieurs acteurs, donc entre passage de commande et paiement de la facture. Donc on vous invite vraiment à réfléchir en fait à vos process internes. Et sachant qu'on est là aussi pour réfléchir avec vous sur le sujet, justement. Alors nous, donc notre rôle, donc ce qu'on compte faire avec vous, ce qu'on fait déjà en fait aujourd'hui, donc c'est comprendre et former. Donc comprendre la réforme, là c'est ce qu'on est en train de faire en fait. Donc je vous l'explique, on reste en veille active. On sait qu'il y a encore des choses qui vont se passer. Derrière, nous, ce qu'on va vous proposer en fait, c'est ce webinaire, on va continuer à le faire sans doute à une fréquence de entre tous les mois et tous les 2 mois jusqu'à la fin de l'année et même après la mise en application de la réforme. Derrière aussi, ce qu'on vous propose de faire, et là on vous invite à nous contacter directement, en fait, on propose de vous former sur la plateforme agréée que l'on aura choisie ensemble. Je pense que c'est une formation qui devrait à peu près passer 1 heure par session, et le but, en fait, c'est de comprendre ensemble comment ça va fonctionner, comment ça va s'articuler aussi avec vos process existants. Ensuite, donc ça sera donc pour les sociétés potentiellement plus complexes, avec plus de flux, avec plus d'acteurs aussi dans la société, donc de diagnostiquer, de structurer. Des fois, il y a des sociétés qui sont, en fait, qui utilisent des logiciels qui ne seront pas solutions compatibles. Il y a des grosses, des sociétés assez importantes qui ont quand même des spécificités. Là-dessus, on vous propose on vous propose un accompagnement personnalisé. Et enfin, donc, choisir et déployer. Donc là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà fait pour certains d'entre vous. Donc en fait, on vous aide à choisir la solution, la plateforme agréée la plus adaptée à votre besoin. Donc déjà, il faut savoir que là, comme on le disait, la première échéance, elle est en réception. Donc là, on vous aide à choisir une plateforme agréée en réception. La deuxième échéance, donc elle est quand même beaucoup plus lointaine, c'est dans plus de 18 mois. Elle est en émission, et là, donc en fait, une fois qu'on aura terminé la mise en place des plateformes agréées pour la réception, on vous proposera, et ça peut se chevaucher, hein, bien sûr, on n'attend pas d'avoir fini, mais on vous proposera en fait de choisir donc la plateforme agréée, ou en tout cas la solution compatible. Donc comme je disais, le logiciel de facturation, quand il n'y en a pas forcément d'évident qui ressort chez vous. Donc nous, notre recommandation concrète, en fait, pour le choix de la plateforme agréée, donc comme je disais, il y a une plateforme agréée à choisir pour la réception, et il y a une plateforme agréée à choisir pour l'émission. Donc dans la plupart des cas, la plateforme agréée de réception et d'émission peut être la même. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait, parce qu'on a quand même beaucoup de clients sur Penny Lane aujourd'hui, je prends quelqu'un qui serait, sur Penny Lane et qui fait déjà potentiellement ses factures sur Penny Lane. Alors en fait, pour cette personne, c'est assez évident. On va choisir la plateforme agréée de Penny Lane, parce qu'on va avoir en fait la réception qui va aller, la plateforme qui va servir de réception, donc pour valider les factures, vous allez vous connecter sur Penny Lane et vous allez réceptionner vos factures. Et pour la partie émission, en fait, vous utilisez déjà potentiellement le logiciel de facturation de Penny Lane, et bien en fait, ça ne change vraiment, ça change en termes d'émission, ça ne change aucune pratique pour vous, et en termes de réception, disons que ça vous simplifie quand même un petit peu le travail, parce que vous avez toutes les factures qui tombent au même endroit. Là où on a des exceptions, en fait, c'est pour les utilisations spécifiques. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc en fait, quand on a des outils de facturation métier, par exemple, on a des sociétés dans le bâtiment qui vont utiliser Projetbat. Donc il y a un logiciel spécifique de bâtiment avec de la facturation à l'avancement. Donc là, en fait, on va vous recommander, soit la solution est compatible. Par exemple, Projetbat, ce sera une solution compatible. Donc ça veut dire que la société dans le bâtiment pourra utiliser Projetbat en émission. Et derrière, en fait, il faut s'assurer, en fait, que, côté réception, on ait quelque chose de compatible avec le logiciel comptable. Donc en fait, là, ce qu'on fait dans un premier temps pour nous, pour la réception, en fait, en fonction, on utilise aujourd'hui chez Valoxy, donc on utilise principalement 3 logiciels comptables. Donc il y a Penny Lane, ACD et Time.
Ces 3 logiciels comptables ont des plateformes agréées de réception qui sont donc immatriculées, qui sont compatibles en fait, qui respectent bien le cahier des charges, qui font donc partie des 150 solutions immatriculées, comme je disais tout à l'heure. En fait, ces 3, selon votre logiciel comptable, on vous propose de vous inscrire sur la plateforme agréée de votre logiciel respectif. Ça sera plus simple pour vous puisqu'en fait, vous aurez tout au même endroit et ça vous permettra en fait d'avoir une interface avec la comptabilité. Pour la partie, donc en fait, pour cette partie inscription, donc aujourd'hui, pour les clients Penny Lane, donc on a déjà envoyé les mandats. Donc en fait, c'est les mandats de délégation qui nous permettent en fait de vous inscrire en fait à votre place. Donc en fait, c'est un mandat qu'on vous a envoyé que vous avez reçu par mail via l'application Penny Lane pour en fait vous inscrire, enfin pour nous autoriser à vous inscrire à votre place sur la plateforme agréée de réception de notre choix, qui est donc comme je vous l'ai expliqué, Penny Lane pour les clients Penny Lane et qui est ACD pour le village connecté pour les clients ACD et Time pour les clients Time. Ils sont déjà envoyés aussi pour Time et pour la partie village connecté, donc les clients qui sont sur ACD, on va les envoyer donc dans le mois qui arrive. Et donc en termes de coût, parce que je pense que beaucoup se posent la question aussi, alors le coût est variable. Je pense que vous avez eu certains d'entre vous ont notamment eu des offres des banques qui pouvaient paraître, parfois, assez alléchantes et assez compétitives. Tout l'enjeu en fait aussi pour la banque, c'est, alors les banques comme les logiciels de production comptable en fait, sont en concurrence là-dessus, donc pour essayer de récupérer un maximum de flux, chez elles. Puisque derrière potentiellement, les banques en fait vont potentiellement prendre des commissions aussi sur les factures entrantes. Nous, ce qu'on vous recommande, comme je vous le dis, c'est de nous faire confiance sur cette partie-là et donc de ne pas forcément accepter, les offres des banques, notamment parce qu'en fait, d'autant plus que les banques, on sait qu'elles ont, en termes de pratiques commerciales, elles ont tendance à mettre la pression en créant un sentiment d'urgence, on l'a vu. Moi, je l'ai vu aussi à titre, personnel, sur l'application Caisse d'épargne où vraiment on a beaucoup d'insistance sur le sujet. Donc en termes de coût, en fait, par exemple, pour un client qui est Penny Lane déjà aujourd'hui, qui a déjà un module d'abonnement Penny Lane, le coût sera gratuit. Pour un client Time, c'est la même chose et pour un client ACD, alors ACD n'est pas sur la même logique, ils n'ont pas non plus, en termes financiers, on n'est pas sur la même logique que Penny Lane qui a fait, des énormes levées de fonds et donc qui a du cash pour pouvoir, assurer, ses coûts. Parce que derrière la facturation électronique, il y a quand même un coût de stockage qui est assez important. Mais chez ACD, en gros, ça dépendra du nombre de factures que vous recevez, mais on peut estimer, selon le volume de factures, qu'on est sur un coût entre 1 et 10 euros par mois pour la partie donc réception. Et pour la partie émission, donc en fait, ça dépend de votre logiciel de facturation qui est utilisé aujourd'hui et qui sera utilisé demain. Mais donc on est sur un coût, on a eu certains clients qui se posaient la question et qui avaient peur que ça représente un coût de plusieurs centaines d'euros par mois. Ça ne sera pas le cas. On est vraiment sur un coût, quand même assez limité. Voilà, donc moi j'ai terminé ma présentation. Donc là je vous invite à poser des questions si vous en avez. En tout cas, je vois qu'il y en a déjà quand même pas mal. Donc je vais les redescendre une par une. Alors Angélique Laforge qui dit: «Donc pour les personnes qui ne sont pas sujets à la TVA, cela nous concerne». Donc alors Angélique, comme je l'ai peut-être précisé donc tout à l'heure, donc comme je le précisais tout à l'heure, hein, donc en fait tout le monde est toutes les structures commerciales sont concernées par la réforme, notamment en réception, comme je disais même les médecins. Effectivement, tout le monde est concerné par la réforme. Potentiellement pas en émission, parce que si votre opération n'est pas soumise à TVA en France, en France, oui, si votre opération n'est pas soumise à TVA, vous n'êtes pas concerné par le e-reporting ou la facturation électronique, le le invoicing. Alors Catherine Mercier qui nous dit: «Donc je suis buraliste, suis-je concerné? Je reçois des factures, mais moi je ne facture rien». Alors oui, donc Catherine, effectivement, donc comme je disais, donc vous recevez bien des factures aujourd'hui. Donc vous allez être, soumise, vous allez être obligé de choisir une plateforme agréée, donc pour la partie réception de factures, donc ça à partir de septembre 2026.
Et donc pour la partie donc émission, donc en fait vous vendez potentiellement du tabac, des boissons, des jeux à gratter. Donc là-dessus, il y a forcément de la TVA et c'est donc à destination des particuliers. Et donc effectivement, en fait, vous serez dans ce cadre-là dans l'obligation du e-reporting. Donc comme je disais, en fait, c'est de remonter votre volume de vente de chaque jour. En fait, en fait, à la fin du mois, vous aurez un récapitulatif de chaque jour des quantités et des volumes, donc le montant hors taxe TVA et TTC de ce qui a été vendu. Effectivement. Alors, Francette Duin qui me dit: «En tant qu'association d'aide à domicile, pas de TVA. Sommes-nous concernés?» Donc encore une fois, là j'ai répondu aussi. Vous serez obligé, alors ça dépend en fait si là vraiment on est dans le cas particulier où potentiellement vous n'êtes pas dans le champ de la réforme si c'est exclusivement non lucratif. Là potentiellement vous serez complètement exonéré de l'obligation. En revanche, si c'est une obligation si c'est une société, une association, qui est commerciale, là, vous serez concerné par la réforme. En réception, encore une fois, mais de toute façon, si vos opérations ne sont pas soumises à TVA, vous ne serez pas obligé en émission. Il y aura pas de sujet là-dessus. Alors Nicolas François qui me dit: «Bonjour, pourra-t-on récupérer le crédit de TVA plus rapidement? Aujourd'hui 2 mois pour le récupérer». Alors ça, c'est une bonne question et j'ai pas la réponse. Je sais que sur les crédits de TVA effectivement, en plus l'État est compliqué et souvent il demande des preuves justificatives. Honnêtement, je ne sais pas et je pense que là on n'est pas en mesure personne n'est en mesure de répondre aujourd'hui, sur les délais de récupération des crédits de TVA. Si on a l'information, on vous la transmettra, mais là, on n'est pas en mesure de savoir en termes de pratique, si ça va changer. Alors Romain Delerue qui dit: «Les déjeuners au restaurant, au moment du paiement, il va falloir communiquer son ciré». Oui, exactement. Donc en fait, le restaurant, la boulangerie, donc en fait, c'est un traitement un petit peu hybride, donc parce qu'en fait, le restaurant, justement, en l'occurrence, lui, il facture à des particuliers, donc en B2C. Donc pour ça, il a une obligation de reporting, en fait, à l'État et il facture aussi à des entreprises. Donc en fait, effectivement, vous allez au restaurant, au moment de payer, donc vous allez régler par carte, donc avec la carte, de votre entreprise et en fait, vous allez donc justement indiquer en fait votre numéro, de sirène donc auprès de restaurateur qui lui en fait va juste rentrer en fait donc lui il aura quand même une obligation d'être capable d'avoir un logiciel compatible justement pour pouvoir faire ça. Mais avec ce numéro de sirène en fait, il pourra vous envoyer la facture que vous recevrez donc si vous sortez du restaurant à 14 heures et que le restaurateur traite ses factures dans la foulée, à 16 heures par exemple et ben à 16 heures en fait vous aurez reçu donc votre facture. Alors, Adeline Arnoux qui me dit: «Bonjour, nous sommes un cabinet dentaire, nous recevrons des factures électroniques de la part de nos fournisseurs, mais nos clients sont nos patients. Comment cela va-t-il fonctionner? Nous devons créer des factures pour chaque patient». Alors non, Adeline, effectivement, en fait, c'est comme le cas du médecin, je le disais tout à l'heure. Pour la partie réception, effectivement, vous devez être capable de recevoir vos factures au format électronique, mais pour la partie émission, comme vos opérations, si je ne me trompe pas, elles ne sont pas soumises à TVA, ou en tout cas si vous avez je pense qu'aucune opération est soumise à TVA chez vous, donc en fait, vous avez aucune obligation pour la partie émission. Alors Arnaud Bréchignac qui me dit: «Que se passe-t-il si l'un de nos fournisseurs ne nous transmet pas une facture électronique?» En fait, comme je disais tout à l'heure, la facture si ça passe pas dans le circuit officiel, vous considérez qu'en fait, ça n'a aucune valeur légale. Donc il faudra vraiment que le fournisseur soit capable de transiter via les plateformes agréées. Alors, Luc qui me dit: «Pour la facturation intra-européenne, comment cela se passe? La société européenne doit juste être compatible avec PayPal ou son logiciel doit gérer les spécificités françaises?» Oui, alors ça dépend donc il y a la partie achat et puis la partie vente. En fait, alors je l'avais précisé tout à l'heure, mais pour les opérations intra-européennes, en fait, l'obligation, elle est juste de e-reporting. Donc il n'y a pas de facture à proprement parler, ou en tout cas dans un premier temps.
Après, on ne sait pas comment ça va se passer au fur et à mesure de la réforme, parce que le but, je pense que c'est quand même d'intégrer aussi ça avec effectivement tous les acteurs des pays de l'Union européenne. Mais dans un premier temps, en fait, ça sera une obligation de e-reporting de la même façon que, bah, comme je disais, le boulanger qui vend la baguette à son client. En fait, il faudra juste remonter l'information des montants de TVA à l'État. Alors, comment savoir que notre logiciel de donc Christophe qui me dit: «Comment savoir que notre logiciel de facturation est conforme à la facturation électronique?» Eh bien ça, en fait, il faut regarder au cas par cas. En fait, on a les logiciels qui sont les plus utilisés et notamment qui sont utilisés en mode SaaS vont être largement en mesure de se mettre à jour de la réforme. Et ça, en fait, il faut regarder au cas par cas. Donc là-dessus, je vous invite à me recontacter et puis, qu'on regarde ensemble, en fait, le logiciel que vous utilisez pour voir, en fait, si, il sera compatible. Élodie Baudry qui me dit: «Bonjour, nous utilisons Odoo pour la gestion qui est une PA. Devons-nous signer le mail reçu de votre part pour la mise en conformité via Pennyline?» Et ben là, en fait, justement, Elodie, il faut qu'on se voit directement pour voir ce qu'on retient chez vous. Ça dépend ce que vous utilisez, en fait, pour Odoo et ce que vous faites aujourd'hui avec Pennyline. Mais en tout cas, je pense que pour la partie réception, a priori, il serait plus judicieux d'utiliser Pennyline, mais je vous invite à voir ça en direct, en privé. Donc Grégory Collignon qui me dit: «Pour la facturation d'organismes publics, faudra-t-il pas également passer par ce système, sachant qu'ils ne sont pas assujettis et imposent déjà une facturation vers leur portail Chorus?» Donc effectivement, alors ça je ne sais pas si vous aviez posé la question avant ou après la précision sur, Chorus Pro, mais effectivement, donc en fait le PPF, donc le portail public de facturation, servira en fait de plateforme qui sera en fait la plateforme agréée de l'État, donc qui remplacera Chorus Pro. Heu, Artage qui me dit: «Quelle est la différence entre rejeter et refuser?» Heu, OK, OK. Apparemment la question a été répondue plus haut, donc OK. Je vois pas ça. Tu vois dans le chat peut-être? D'accord. OK. OK, très bien. En fait, je vois pas les réponses, mais ah oui, OK, si réponse pour Elodie, OK. OK. David Perry qui me dit: «Je suis en train de lancer une page e-commerce sur mon site internet avec possibilité de paiement en ligne. Que dois-je faire? Valoxy peut s'occuper de toute ou une partie. Quel sera le coût d'un tel service?» Bah, là-dessus, je vous invite à me contacter en direct et on discutera de tout ça, David. Arnaud Delgrange qui me dit: «Une facture émise à un destinataire B2B et ne contenant que le SIREN de ce destinataire parviendra-t-elle bien à celui-ci si ce destinataire s'est inscrit dans l'annuaire central avec son SIREN et son SIRET?» Oui, alors en fait, si je comprends bien la question, oui, de toute façon, en fait, le SIREN, ça sera votre en fait, ça vous servira de boîte aux lettres, ça sera vraiment votre identifiant. En fait, c'est comme votre adresse aujourd'hui qui vous permet, qui permet à vos fournisseurs de vous envoyer des factures. Bah, là, en fait, votre SIREN permettra de vous retrouver et comme je disais, c'est le portail public de facturation qui va avoir ce rôle et en fait, il va retrouver, à quelle plateforme agréée envoyer la facture. Alors effectivement, là, on a les réponses pour Artache. Comment ça se passe pour la facturation intergroupe? Alors Naïma Adazari, la facturation intergroupe, en fait, si le groupe, si on parle de 2 sociétés qui sont en France, ça sera classique. Donc, il y aura une obligation d'émission et de réception de la même manière. Donc, c'est comme, c'est comme avec les tiers, en fait. Donc, vous aurez les mêmes obligations. Si les sociétés, en revanche, sont potentiellement, vous en avez une en Europe, comme je le disais, ça sera l'obligation de e-reporting. Et en revanche, si c'est avec donc l'export, donc que ce soit si c'est une société hors Union européenne, là, il n'y aura aucune obligation. Donc, sachant que je le précise, mais pour les achats internationaux, donc hors Union européenne et les exports, on n'a aucune obligation à ce niveau-là parce qu'effectivement, il n'y a pas de TVA. En fait, il faut bien comprendre que la réforme concerne le champ, elle s'applique en fait pour le champ de la TVA. Comment est assurée la confidentialité des informations émises sur l'APA? Christophe Druhen. Alors, en fait, il y a un cahier des charges comme je disais, qui a été émis par l'État pour les 150 plateformes agréées. Ce cahier des charges, il est quand même assez strict et en tout cas pour la partie stockage de données, en fait,
ils ont une obligation quand même d'être capable de gérer, de gérer les données sensibles. Donc il y a une norme, donc j'ai pas la norme en tête, mais qui est obligatoire de respecter. De ce que je comprends, c'est la norme ISO 27001, donc sur la sécurité de l'information. Il y a notamment en fait une obligation de stocker les données parce que votre plateforme va potentiellement stocker donc en fait les factures, parce qu'il y a quand même une obligation d'archivage de 10 ans, l'obligation légale de l'État. Et donc l'obligation est de stocker les données en Europe. Donc vos données ne partiront pas à l'autre bout du monde. Alors, Grégory Collignon qui me dit: «Une auto-entreprise non assujettie devra-t-elle utiliser la facturation électronique, sachant qu'elle ne peut de toute façon pas déduire ni charges ni TVA?» Alors oui, oui, elle ne peut pas déduire, mais effectivement, elle devra quand même être capable de recevoir. En fait, comme je disais, elle est assujettie à la TVA, mais les opérations ne sont pas soumises à TVA. C'est toute la subtilité du droit fiscal français. Donc en fait, vous serez obligé de recevoir les factures. En revanche, effectivement, en termes d'émissions, comme vos opérations ne sont pas soumises à TVA, vous n'aurez aucune obligation là-dessus. Alors Xavier Gandron qui me dit: «Conseillez-vous d'avoir la même plateforme pour la réception et l'émission des factures?» Alors, en fait, pour la réception, ce qui est important, c'est, d'avoir une plateforme qui permette, en fait, de communiquer notamment, assez aisément avec votre logiciel comptable, puisque si l'interface est mal faite, en fait, potentiellement, vous allez avoir du travail en plus parce que si en gros, si j'explique un petit peu, si l'interface entre la plateforme et le logiciel comptable ne fonctionne pas, ou en tout cas pas bien, en fait, vous allez valider des factures, ces factures seront validées, donc très bien, vous aurez tout un lot de factures et en fait, on ne sera pas capable d'importer ces factures en gros, dans le logiciel de production comptable. Ce qui fait qu'en fait, ça fera un double travail, entre, vous et potentiellement le comptable. Hem, voilà. Donc ça, c'est la partie réception. Pour la partie émission, en fait, pour la partie émission, potentiellement, comme je disais, vous aurez la même plateforme, notamment ceux qui, comme je le dis, utilisent par exemple Pennylen, mais ce n'est pas forcément le cas de tous. Pour la partie émission, en fait, ce qui est important, c'est de choisir une solution compatible, donc un logiciel de facturation qui fonctionne bien. Potentiellement, déjà aujourd'hui, vous en avez déjà un, mais qui fonctionne bien par rapport à vos besoins, en fait, vos besoins métiers. Parce que, comme je disais, un kiné, même si le kiné est pas soumis à TVA, donc il ne sera pas concerné, mais un kiné ne fonctionne pas de la même manière qu'une entreprise de BTP, qui ne fonctionne pas de la même manière que un bar tabac. Donc voilà, il faut un logiciel qui est spécifique à votre besoin. Si vous ne l'avez pas déjà, il faut y réfléchir. Et donc en fait, derrière, le logiciel qui sera solution compatible, lui, il va aller se connecter à une plateforme agréée en émission. Mais en fait, celle-ci, à la limite, peu importe parce que vous ne la verrez pas, vous, de votre côté. En fait, vous allez travailler sur votre logiciel, donc votre logiciel de facturation. Derrière, savoir quelle plateforme agréée il utilise pour envoyer la facture, vous, en fait, ça vous importe peu. Donc peu importe à la limite. Anne Duranton qui me dit: «Quid des notes de frais?» Et ben, en fait, les notes de frais, elles sont, en fait, la note de frais, c'est donc, ça rentre pas dans le champ puisque, en fait, encore une fois, demain vous allez au restaurant, soit enfin, vous avez 2 options. Soit vous payez donc avec la carte de l'entreprise et là vous allez rentrer dans le système de facturation électronique vraiment, soit, vous payez à titre personnel et vous faites rembourser sur, note de frais. Donc en fait, ça sur cette partie-là, en fait, on n'est pas dans le champ de la réforme, donc on n'est pas concerné. Donc la note de frais n'engendre aucune obligation. Alors Adrien Cimetière qui me dit: «Qu'en est-il concernant les entreprises avec qui nous travaillons à l'étranger?» Donc comme je disais tout à l'heure, j'y ai répondu. Mais pour l'export le grand export et le grand import, donc on n'est pas dans le champ de la réforme. Et pour, les opérations intra-européennes, on est dans le cadre du e-reporting quand on achète et quand on vend. Donc en fait, il faut remonter l'information de ce qu'on a acheté et ce qu'on a vendu à l'État. Mais il n'y a pas d'obligation de facturation. Donc vous parliez de PA privées qui seront compétitives et vous parlez de prix qui payent ces plateformes. Donc alors comme je disais en fait donc Johan Carrette, donc en fait comme je disais, là nous aujourd'hui on a en termes de réception, on a 3 PA, qu'on retient principalement. On a Penny Time et ACD. Comme je disais, Penny et Time sont gratuits, mais derrière la gratuité, on sait qu'il y a un coût en fait.
Sachant que comme je disais, il faut savoir que Penny Lane, a fait une grosse levée de fonds récemment. Ils sont aujourd'hui, eux, ils sont à la conquête de l'Europe, donc leur but, c'est d'attirer un maximum de clients. Heu, ils ont quand même un coût de stockage lié à la facturation électronique qui, pour l'instant, apparemment, ils sont capables d'amortir. Donc sur la partie coût, enfin vous vous doutez bien, je ne travaille pas chez Penny Lane, donc je ne peux pas vous assurer que ça sera gratuit pendant 10 ans. En tout cas, pour l'instant, ça l'est. Il faut savoir combien de temps ça dure. ACD, comme je disais, ACD est sur un modèle un petit peu plus réaliste parce qu'en fait, eux, ils travaillent sur fonds propres et ils n'ont pas fait de levée de fonds récente. Donc, eux, le coût, ils sont obligés de le répercuter à leurs clients. Et comme je disais, en fait, sur le coût, on va être entre 1 et 10 euros par mois. Donc, moi, la question que ça soulève, c'est en fait pendant combien de temps Penny Lane va être gratuit. Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça l'est, tout en sachant que ça, je ne l'ai pas forcément précisé, mais pour changer de plateforme en réception ou en émission, en fait, il y a un délai de en fait, c'est le délai, c'est fin de mois. Donc si par exemple, aujourd'hui, le 12 février, vous êtes inscrit sur une plateforme, vous en êtes plus satisfait pour une raison ou pour une autre, ou parce qu'en fait, vous avez changé de logiciel de production comptable, donc vous considérez qu'il vaut mieux changer de plateforme, vous faites votre demande de changement le 12 février, elle sera effective en fait au 1er mars. Et ça c'est une obligation en fait, dans le cahier des charges de l'État. Alors Christophe Druyen, comment sont gérées les différentes factures paiement de frais? Donc ça, j'y ai déjà répondu. Jean-Paul Dolisi qui me dit: «Quel est le calendrier de mise en œuvre pour le e-reporting?» Donc, comme je disais, en fait, le e-reporting, c'est comme pour l'émission de facturation électronique. Donc ça sera donc pour les petites, entreprises, à partir du 1er septembre 2027. Alors Ricardo Rousseau qui me dit: «J'utilise actuellement une plateforme sur laquelle je fais mes devis et ensuite je génère une facture via ce devis. Si cette plateforme n'est pas compatible, est-ce que je vais devoir faire mon devis sur le logiciel et retaper une facture complète?» Alors l'objectif effectivement, non, c'est de pas faire ça et donc en fait, déjà il faut voir si votre solution est compatible, si votre plateforme est compatible et demain si elle n'est pas compatible, potentiellement il faudra en changer. Et ça, c'est pareil, je vous invite à en discuter directement avec moi pour qu'on puisse, voir un petit peu de quelle plateforme il s'agit. Alors Artage qui me dit: «Quel est le mécanisme de connexion entre les plateformes de PDP transmission-réception vs édition-saisie, où les 2 sont généralement inclus dans un seul et même outil?» Alors oui, en fait, comme je vous disais, je parle de solutions compatibles et de plateformes agréées et des fois on mélange un petit peu les 2 en fait. En fait et là, moi pour prendre le cas, encore une fois, là vous parlez de Penny Lane, si en fait sur Penny Lane, en fait, les 2 seront un petit peu entre guillemets «mélangés», en fait. Vous allez faire votre facture sur Penny Lane, vous allez remplir vos champs, vous allez mettre vos articles, vous allez mettre vos codes et cetera. Vous validez la facture, ça c'est vraiment la partie solution compatible, comme n'importe quel logiciel de facturation. Derrière la plateforme agréée, en fait, la plateforme agréée, c'est vraiment la partie, on va dire, la moins technique, c'est vraiment la partie, on va dire, tuyaux, en fait. Donc c'est vraiment les tuyaux qui permettent de passer, de chez vous chez le client. Donc effectivement, en fait, dans, plusieurs cas, c'est en gros, c'est le même outil. En fait, vous, concrètement, vous ne voyez pas enfin vous, ce que vous allez voir, c'est la en termes visibles sur votre écran d'ordinateur, ça va être la partie solution compatible, la partie PA/PDP, donc plateforme agréée, et sachant que PDP, en fait, c'est l'ancien nom de la PA, ça, vous ne le voyez pas vraiment, en fait, c'est vraiment la partie, connexion. Comment un particulier recevra sa facture suite à des travaux? Donc Amandine Evrard. Donc en fait, là, ça ne changera pas. Donc en fait, pour les particuliers, donc en fait, les particuliers ne rentrent pas dans le champ de la réforme. Je parle bien côté, «réception» entre guillemets. Je vous rassure, à titre particulier, vous n'aurez pas à vous inscrire sur une plateforme agréée. Donc en fait, il y aura toujours des factures au format papier, en fait. Donc par exemple, un artisan qui a fait, une prestation, de plomberie, par exemple, on verra toujours sa facture au format papier à son particulier et comme je le disais, l'artisan, donc le plombier, doit quand même bien remonter, lui, l'information de ce qu'il a vendu à l'État. C'est comme votre boulanger, en fait, votre boulanger ne va pas vous envoyer une facture. Mais par contre, lui, il sera dans l'obligation de remonter les informations de ses ventes, heu, à l'État. Alors Guillaume Lévy, alors sur la partie association exonérée TVA, ça j'y ai déjà répondu tout à l'heure.
Alors Catherine Mercier, une SCI doit-elle facturer les loyers encaissés? Jusqu'à présent, un reçu suffit aux locataires. Alors déjà, en fait, pour la SCI, ça dépend. On a des SCI qui sont dont les opérations sont soumises à TVA et dont certaines non. Donc pour les SCI dont les opérations sont soumises à la TVA, souvent c'est qu'elles louent à des professionnels. Donc là, oui, il y aura une obligation de facturation électronique. Là, je pense que vous parlez d'un locataire particulier. Je pense comprendre. Mince, ça a sauté. Là, je pense que vous parlez d'un particulier. Encore une fois, non. Comme l'opération n'est pas soumise à TVA, il n'y a pas d'obligation de facture électronique. Donc en fait, oui, un simple reçu sera suffisant, comme aujourd'hui, une quittance de loyer en fait. Alors Artache qui me dit: «N'y a-t-il pas un paradoxe pour les TPE travaillant avec des grandes entreprises? Si ces dernières sont obligées de recevoir des factures électroniques, cela ne contraint-il pas du fait la TPE à devoir en émettre avant sa propre échéance légale?» Eh ben non, effectivement, en fait, oui, effectivement, il y a peut-être un petit paradoxe, mais bon, c'est le problème du calendrier, c'est qu'on ne fait pas tout en même temps. Mais en fait, comme je disais, vous potentiellement, vous êtes une TPE, heu, on se positionne au 1er octobre 2026. Donc vous êtes obligé de recevoir la facturation en format électronique. Donc par exemple, vous avez une facture EDF que vous êtes obligé de recevoir. En revanche, vous, si demain vous faites une prestation pour EDF, là effectivement, vous pouvez toujours la faire sur papier, enfin au format papier, avec un logiciel de facturation bien sûr, hein, mais il n'y a pas besoin d'être une solution compatible et ça passera pas par la plateforme agréée. Ça, c'est temporairement entre en gros le 1er septembre 26 et 1er septembre 27. Il y aura cette solution hybride où effectivement vous fonctionnez en fait encore au système qui fonctionne aujourd'hui. Alors Marie-Laure sur les associations, je l'ai déjà précisé. David Perry, nous avons des clients B2C et B2B. Bah oui, effectivement. Donc là, B2C et B2B, ça veut dire partie e-reporting pour les clients particuliers et partie e-invoicing pour les clients pro. Donc il y a les deux. Il y a les deux et c'est vrai qu'on a le cas, on a beaucoup de clients quand même qui sont dans ce cas. Alors Audrey Gantois, je travaille avec un logiciel de caisse. Celui-ci sera-t-il obligé de récapituler les tickets de caisse avec les prestations de vente produits? Je suis un centre coiffure, je travaille avec Planity. Alors, donc je ne sais pas ce que Planity propose aujourd'hui, notamment, je sais pas si parce qu'en fait, je sais que c'est pour la partie notamment gestion de rendez-vous, mais je ne sais pas si vous enregistrez toutes les prestations que vous avez réalisées aujourd'hui. Je ne sais pas. Ça, on peut en parler directement. Mais en revanche, en fait, pour la partie ticket de caisse, comme je disais, vous allez être dans l'obligation en fait de e-reporting, donc de remonter l'information de vos ventes donc à la fréquence journalière à l'État. Comme je disais, c'est à la fréquence journalière, mais vous ne serez pas obligé de remonter vos ventes tous les soirs. Ça sera potentiellement selon votre régime de TVA tous les 10 jours ou tous les mois. Bon, 10 jours, c'est déjà pas mal. Mais en revanche, en fait, ça pourrait être sur la base de déclaratifs. Et c'est là où pour moi, il y a quand même une certaine faille dans le contrôle, pour l'instant en tout cas. C'est que mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de commerçants qui ne sont pas forcément aptes aujourd'hui avec des logiciels certifiés, donc ils pourront le faire. Mais en gros, il faudra remonter l'information et ça pourrait être déclaratif. Donc, c'est vous en fait qui saisissez directement l'information si vous n'avez pas un logiciel adapté. Si vous avez un logiciel adapté, tant mieux. Mais sinon, potentiellement, en fin de mois, en fait, vous aurez l'obligation donc de remonter donc jour par jour, non pas le montant de détail des ventes, hein, mais vraiment le total journalier de chaque vente. Donc potentiellement, si vous avez travaillé 20 jours dans le mois, vous aurez en fait 20 jours de vente à remonter. Potentiellement, je pense que vous les suivez déjà de votre côté, donc ça sera vraiment une information. C'est assez rapide à remonter normalement, mais voilà, ce sera cette obligation-là. Laetitia Bayeul qui me dit: «Je ne connais pas Pennyline et les 2 autres logiciels, qui peut me renseigner?» Je vous invite à me contacter directement et puis comme ça on pourra voir en fait sur quelle plateforme vous êtes, sur quel logiciel de production comptable vous êtes aujourd'hui et comme ça on pourra voir ensemble quelle est la solution qu'il faut retenir pour vous. Alors Grégory Collignon qui me dit: «Qu'en est-il des charges mixtes qui sont payées à titre personnel mais dont une part est affectée à l'activité professionnelle, impliquant une récupération partielle de la TVA?» Alors, pour cette partie-là, effectivement, en fait, là, il y aura pas de facturation électronique. Donc ça sera en fait et c'est pour ça et c'est là aussi un peu les limites de la réforme, c'est que en fait, tout ne passera pas par le système officiel.
Et donc là, en fait, en l'occurrence, c'est un peu une exception. Donc en fait, on aura, ça sera là-dessus, ça sera du déclaratif et donc étant donné qu'en fait, c'est une charge que vous avez payée à titre personnel et que vous, entre guillemets, «vous réaffectez» à l'activité professionnelle, en fait, il y aura pas de facturation liée. David Claes qui me dit: «Qu'en est-il des quittances de loyer envoyées aux locataires dans le cas de figure des LMNP? Faudra-t-il une facture X et passer par la PA pour transmettre ces quittances qui sont des factures finalement?» Alors, comme je disais, non, puisque dans ce cas-là, votre opération n'est pas soumise à TVA, elle est en franchise de TVA, donc non, vous n'aurez pas, enfin, je l'avais déjà précisé tout à l'heure, du coup, sur une autre question, mais effectivement, non, elle sera pas, soumise à cette obligation. Alors, comment se passe concrètement la réception des factures électroniques? Doit-il y avoir une adresse mail spécifique pour tous les fournisseurs? Quelles sont les obligations pour être mises en conformité? Alors, bon, je pense quand même avoir répondu à la question du coup. Bah, concrètement, donc comme je le disais, hein, c'est vraiment une inscription pour résumer, hein, une inscription sur la plateforme agréée. Donc avec votre sirène, vos fournisseurs vont pouvoir vous trouver et donc vous envoyer en fait les factures qui vous sont destinées. Alors Christian Souillard qui me dit: «Pour mon expert en gestion, compatible avec quoi?» Donc MEG, donc effectivement mon expert en gestion sera compatible, en fait, sera une solution compatible. Donc on pourra émettre des factures avec cette solution. Alors, comment sera géré avec les commandes par CB sur des sites internet? Alors, comment ce sera géré avec des commandes par CB sur les sites internet? Donc en fait, les paiements donc qui sont réalisés, encore une fois, si vous réalisez auprès de clients particuliers, vous serez dans l'obligation du e-reporting et pour les entreprises professionnelles, là, il y aura une obligation de facturation. Donc là, elles seront obligées forcément de renseigner leur sirène pour que vous puissiez vous adresser leur facture au format électronique. Alors Grégory Collignon qui me dit: «Lors de la période de transition, comment savoir si notre fournisseur qui nous envoie une facture est tenu de l'envoyer de facturation de façon électronique?» Eh bien, en fait, c'est vraiment des critères de taille. Donc comme je disais, c'est les grandes entreprises, les ETI, qui sont, concernées par la facturation électronique. Donc de toute façon, vous, si vous n'êtes pas, enfin, si vous recevez une facture de sa part qui ne rentre pas dans le système officiel, vous pouvez considérer que, de toute façon, vous pouvez la traiter et puis, enfin, si vous considérez que la facture est légitime, la traiter et la payer. Si demain, il y a un contrôle que par exemple, demain, vous avez un contrôle fiscal et qu'on se rend compte qu'en fait, l'entreprise, on parle vraiment sur la période de transition, hein, du 1er septembre 26 au 1er septembre 27, et on se rend compte que l'entreprise n'a pas respecté cette obligation, en fait, le problème, il est vraiment du côté de l'entreprise qui est fournisseur, qui a émis la facture. C'est pas il est pas de votre côté. Vous, le sujet, il est, en termes d'émission, enfin, si vous respectez pas la réforme, il est vraiment en termes d'émission. Votre obligation de facture conforme, elle est vraiment côté émission. Elle est comme c'est déjà le cas aujourd'hui. On ne peut pas vous reprocher d'avoir validé ou même aujourd'hui, d'avoir reçu une facture où il manque un élément, légal obligatoire. C'est pas à vous qu'on va le reprocher, c'est vraiment au fournisseur. Donc précis à tirer dans le cadre du locatif pro, donc là j'en ai déjà parlé, hein, donc si l'opération est soumise à TVA, donc on est dans l'obligation de facturation électronique, si c'est un client B2B. Si c'est un client B2C, c'est e-reporting, et si la société, si c'est une SCI qui est pas soumise à TVA, là on a aucune obligation. Alors Angélique Laforge, sur le logiciel de facturation pour la micro crèche, et justement, pareil, je vous invite à me contacter et à vérifier qu'en fait votre solution est compatible. On verra ça ensemble directement. Christian Souillard qui me dit: «Pour mon loyer, ma proprio me donne des quittances 80 ans, du coup comment ça marche?» Ça, j'ai déjà répondu. Alors les notes de frais, c'est pareil, j'ai déjà répondu. Comment faire pour le carburant payé à la pompe? Donc Maryse Mesureur. Le carburant payé à la pompe, donc c'est pareil, on s'attend en fait à ce que, il y ait des mises à jour de logiciels, notamment, enfin sur les pompes à essence, parce qu'en fait là l'obligation, ça sera justement de renseigner votre sirène pour vous. Donc on peut s'attendre à ce que, en fait, parmi, les étapes de
Les étapes qu'on peut avoir à la pompe aujourd'hui, bah, on donne sa carte et puis quand on est une entreprise, on demande une facture, on demande un ticket. Bah, là, en fait, on nous demandera sans doute de renseigner notre sirène pour pouvoir envoyer la facture directement sur l'APA. Alors comment faire pour l'envoi des fermages? Alors ça, je pense que c'est vraiment du spécifique Laurine et je vous invite à me recontacter aussi pour qu'on voit ça ensemble. Parce que j'avoue, je ne me suis pas posé la question et je ne sais pas si l'opération est soumise à TVA. Alors Claire Sabot qui me dit: «Nous devrons donc émettre un e-reporting mensuel pour le règlement des clients». Oui, c'est quand on parle des clients particuliers, oui. Alors Anne Duranton qui me dit: «J'utilise un logiciel Stripe pour ma facturation sur mon site internet. Comment puis-je relier à cet outil à Penny Lane?» Alors là, en fait, oh, j'ai tout perdu. Attends, ouais, OK. Comment je peux relier cet outil à Penny Lane? Là, en fait, il faut voir justement s'il y aura une connexion directe. En fait, Penny Lane a fait beaucoup d'API, donc des connexions directes, en gros, en échange de données informatisées pour pouvoir justement avoir des interfaces automatiques. Donc là, il faut voir, en fait, si Stripe fait partie de cette liste et donc c'est pareil, je vous invite à ce qu'on regarde ça ensemble. Olivier Mazur qui me dit: «Bonjour, est-ce qu'on peut accepter une facture par erreur sur le portail, mais quand même demander un avoir ensuite?» Oui, oui, en fait, bien sûr, en fait, on aura toujours l'émission d'avoir. En fait, l'émission d'avoir va suivre le même process que les factures, donc il y aura toujours des avoirs, bien sûr. C'est juste que de toute façon, bah, c'est comme aujourd'hui, hein, quand une fois qu'on a émis une facture, on ne peut pas la supprimer, on est obligé de faire un avoir, ça c'est vraiment la règle et donc effectivement, on aura toujours des avoirs qui seront valables. Si, votre fournisseur vous a facturé pour quelque chose pour lequel, en fait, vous vous rendez compte que, bah, le service n'a pas été fait ou la marchandise n'a pas été livrée, ça arrive, il y aura un avoir qui sera émis. N'y a-t-il pas un risque que des fraudeurs usurpent le sirène d'une entreprise et émettent des factures en son nom? Alors, Jean-Paul, j'ai envie de dire, j'espère que non. Enfin, encore une fois, c'est les critères, enfin, il y a le cahier des charges qui est assez, quand même assez drastique de la part de l'État. Mais, de toute façon, en fait, là, ça repose vraiment sur la fiabilité du portail public de facturation et si on n'a pas ça, en fait, concrètement, bah, effectivement, tout le système serait complètement, cassé, donc on peut espérer que non. Si nous envoyons une facture électronique à un client qui ne possède pas de PA agréé, va-t-il bien recevoir notre facture quand même? Si un fournisseur ne fait pas de facture électronique et donc nous ne pouvons pas payer car illégal, un risque de perte des partenaires est envisageable. Alors, heu, je n'ai pas en tête le cas de figure où en fait, la PA donc, vous envoyez une facture. Alors sachant que vous allez envoyer une facture potentiellement à partir de septembre 2027. Si votre client n'est pas sur une PA agréée, ça veut dire que ça fait quand même déjà 1 an qu'il est en gros, plus dans les clous. J'ai pas en tête le process pour ce cas de figure, mais en tout cas, oui, vous serez informé qu'en gros, il y a pas de PA ou en tout cas le numéro de sirène n'a pas été trouvé. On peut s'attendre à ce qu'1 an après la mise en place de la réforme, tout le monde soit quand même, qui respecte la réglementation. Sinon effectivement, bah, ça risque quand même de poser des problèmes pour le client. Alors Grégory Collignon qui me dit: «Je reviens sur la question des auto-entreprises. Mon épouse en a une et toutes ses achats sont faits sur notre compte perso puisqu'il n'y a aucune déduction possible. Elle ne reçoit donc aucune facture. Devra-t-elle néanmoins disposer d'une solution de réception même si elle n'utilise jamais?» Bah oui, oui, parce qu'en gros, elle est comme elle est assujettie à TVA, même si elle n'est pas soumise à TVA et même si elle ne fait pas de déduction, elle sera quand même dans l'obligation de recevoir les factures au format électronique. Alors le passage à la pompe, j'en ai déjà parlé. Alors Catherine qui me demande si le logiciel Batigest est compatible, donc ça, je vous invite à ce qu'on regarde ensemble directement. Ça, c'est du cas par cas. Alors Amandine Evrard qui demande donc comment seront transférées les données clients, factures et devis si nous changeons de plateforme. Alors ça, là-dessus, en fait, il n'y a pas d'obligation de portabilité. En revanche, on sait qu'en gros, les exports seront disponibles pour qu'en gros, demain, vous utilisez par exemple Penny Lane pendant 6 mois et ensuite vous passez sur une autre plateforme. En fait, vous serez capable de faire un export de toutes vos factures et donc de les stocker, de les archiver chez vous. Et pour la partie émission, bah ça c'est pareil, ça dépend de votre logiciel de facturation. Donc ça c'est pareil, il faut vraiment regarder au cas par cas. Alors Christophe Druhen, lors d'achat de matériel auprès de particuliers, comment se passe la transaction?
Bah, en fait, bah, si je comprends bien, l'opération est soumise à TVA, mais en gros, bah, comme je disais, le particulier n'a pas d'obligation, donc ça sera quand même du déclaratif sur votre déclaration de TVA, mais vous n'aurez pas d'obligation à ce niveau-là. Alors Delgrand Jarno qui me dit: «Pour fiabiliser une base de données de clients français et leur sirène, Siret, qui recommanderiez-vous?» Heu, mmh, bah, ça c'est vraiment une question spécifique. J'avoue que j'ai pas forcément la réponse. Enfin, de toute façon, c'est en fait, c'est pas le travail de enfin, c'est pas notre travail de faire ça et comme je disais, vous allez utiliser une plateforme agréée, et on enfin, la plate c'est vraiment le travail de la plateforme d'effectuer ce travail-là. Alors Elisabeth Marie qui me dit: «Y a-t-il un référent facturation électronique dans chaque agence Valoxy?» Non, bah, je vous invite à me contacter si vous avez des questions sur le sujet. Bah, de toute façon, n'hésitez pas à contacter votre collaborateur comptable qui est disponible, mais n'hésitez pas aussi à me contacter directement. Je suis disponible pour répondre aux questions. Alors comment cela se passe-t-il avec les fournisseurs non assujettis à TVA? Donc comme je le disais aussi, donc Jean-Pierre Martin, donc les fournisseurs non assujettis à TVA, vont vous envoyer une facture. Donc eux, ils n'ont pas d'obligation, d'émission. Donc en fait, on sera dans le cadre, en fait, on passera encore en direct comme c'est le cas aujourd'hui. Alors Jean-Pierre Martin aussi qui me demande: «Cela va-t-il améliorer les délais de paiement de l'État?» On peut l'espérer, alors enfin moi personnellement je ne pratique pas en direct, Chorus Pro aujourd'hui. Ce que je comprends avec Chorus Pro, c'est qu'en fait, c'est long, non pas parce que ça fonctionne mal, mais de ce que je comprends, c'est qu'à la moindre occasion, le fonctionnaire va, refuser la facture. En gros, si le montant est pas bon à la virgule près, si, il manque un champ, on va vous refuser la facture. Ça, c'est vraiment une question, enfin de pratique, côté, du côté de l'État. Est-ce que demain ça va changer? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'en fait techniquement enfin de ce que je comprends techniquement la plateforme fonctionne, la plateforme Chorus Pro. Après est-ce que demain, je pense que la plateforme qui sera en place demain, elle va fonctionner aussi, mais est-ce que ça va changer le mode de fonctionnement des fonctionnaires en l'occurrence? Je ne sais pas. Ça je peux rien vous promettre là-dessus. Alors Grégory Collignon, le e-reporting n'est-il finalement pas un doublon avec les déclarations de TVA trimestrielles? Alors trimestrielles en l'occurrence, si vous êtes au régime trimestriel, il y a aussi les mensuels. Oui, dans un premier temps, oui. En fait, mais comme je le disais, c'est vraiment tout le but, c'est vraiment le contrôle. Alors Nathalie Bédu qui me dit: «Pour une entreprise qui répond à un marché public, devra-t-elle envoyer sa facturation électronique au maître d'œuvre pour validation et établissement d'état d'acompte avant paiement par le maître d'ouvrage?» Bah, ça dépend en fait, si vous est-ce que vous travaillez avec un marché public? Donc est-ce que vous facturez directement, le public, enfin la collectivité ou est-ce que vous facturez un maître d'œuvre qui est une société privée? Si c'est ça, si c'est ça, bah, en fait, vous êtes soit dans le cadre où vous rentrez sur Chorus Pro, donc là, ça sera le PPF, donc comme je dis, le portail public de facturation, ou alors sinon si c'est le maître d'œuvre que vous facturez directement, eh bien, en fait, ça sera, en entreprise privée comme n'importe quelle entreprise privée. Alors Arnaud Delgrange qui me dit: «Le e-reporting paiement concernera-t-il le paiement de toutes les factures reçues ou uniquement le paiement des factures de prestation de services reçues?» Ah non, en fait, le e-reporting de paiement, c'est, le e-reporting en tout cas, c'est, pour la partie émission. C'est l'émission des ventes, comme je disais, en B2C, donc auprès des particuliers ou pour les acquisitions ou pour les échanges en fait, intra-européennes. Alors Françoise Perrault qui me dit: «Les organismes de financement en crédit beau n'établissent pas forcément de facture mensuelle, mais seulement un échéancier. Comment faire dans ce cas pour recevoir cette facture et déduire la TVA associée chaque mois?» Eh bien, encore une fois, en fait, alors soit il y aura un changement de pratique chez eux, mais je ne pense pas. En tout cas, ils seront pas, c'est pas je pense que c'est pas ce sera pas dans leur obligation. Effectivement, un échéancier, ben, l'échéancier, c'est une preuve qui vous permet derrière de déduire la TVA. Demain, en fait, comme je le disais, bah, c'est quelque chose qui rentrera pas dans le système officiel, mais vous serez quand même capable de déduire la TVA chaque mois.
Donc encore une fois, ça fait partie des quelques limites qu'on a, qui fait qu'en fait, tout ne va pas cadrer à 100 entre les facturations, la facturation, qui est remontée directement à l'État et ce que vous allez faire dans votre déclaration de TVA et c'est pour ça qu'en fait, ça ne va pas être à terme complètement supprimé. En tout cas, il y aura quand même des limites parce que, bah, il y a des choses qui ne sont pas dans le champ. Donc en fait, on a quand même encore des choses qui seront, traitées un peu en exceptionnel. Nous travaillons avec alors Céline Bernard qui me dit: «Nous travaillons actuellement avec EBP, ont-ils prévu une solution?» Oui, effectivement, EBP en fait, rentre dans le champ, enfin en fait, j'en ai parlé tout à l'heure, mais dans le village connecté. Donc, c'est une plateforme qui est agréée et qui veut pour vous permettre de recevoir les factures au format électronique. Mais pareil, je vous invite à me recontacter sur ce sujet. Romain Pawlak qui me dit: «J'achète ma matière première en Belgique, je déclare comment la facture fournisseur quand c'est une facture papier pour sa part?» Bah, comme je disais, en fait, ça sera, là, ça sera le cas rare où en fait, c'est une facture enfin, c'est un achat, mais qui est en e-reporting. Donc en fait, vous allez reporter l'information de l'achat, en fait, du montant de TVA acheté, qui est d'ailleurs, je pense, auto-liquidé aujourd'hui. Alors, André qui me dit: «Va-t-il falloir faire la même procédure pour une facture d'acompte, sachant que la facture définitive de cet acompte apparaît, risque de double déclaration de TVA?» Alors il faut savoir aujourd'hui, on s'est posé la question justement. Aujourd'hui, quand vous faites un acompte, vous êtes obligé effectivement de faire une facture d'acompte. Donc, au moment où vous faites la facture d'acompte, vous êtes obligé de déclarer la TVA. Donc en fait, là, ça ne va rien changer pour vous, dans le sens où, vous faites une facture d'acompte, vous déclarez la TVA et ensuite il y a potentiellement un solde où il y a une deuxième facture d'acompte et donc la TVA est facturée au fur et à me est déclarée au fur et à mesure. Donc la facture définitive, elle sera émise en gros à titre informatif, mais elle sera pas en gros, elle sera pas dans le système. Et Grégory Collignon, pour la dernière question, qui me dit: «Si j'achète du matériel sur une marketplace, Amazon par exemple, il peut y avoir derrière des vendeurs étrangers ou Amazon France selon le cas sans qu'on sache. Comment cela se passera-t-il pour la facturation?» Et ben là, je pense qu'en fait, on verra, enfin, aujourd'hui, on a une facture en format enfin en format en tout cas PDF, qui va nous donner en fait l'adresse de la société, enfin l'adresse de la société qui facture. Effectivement, potentiellement, elle est en France, en Allemagne, en Belgique, en Chine. Donc là, enfin, ça sera chaque société aura son obligation. Enfin, ça sera aussi à elle de savoir en fait. Vous aurez l'information de savoir quel est le type de transaction. Est-ce que c'est une transaction franco-française, européenne ou vraiment avec l'étranger? Et donc vous saurez en fait quelle est l'obligation qui est liée. Sachant que vous, bah, si comme je disais, si c'est français, bah, ça sera invoicing. Si c'est européen, ça sera e-reporting. Et si c'est étranger, il n'y aura aucune obligation. Et Anne Duranton qui me dit: «Si je dépose mes factures papier d'un fournisseur européen sur PennyLane, cela a-t-il valeur de e-reporting?» Alors oui, en fait, en l'occurrence, PennyLane sera capable de dire: «Voilà, vous faites, tant d'achats, auprès d'un fournisseur européen». Il sera capable en fait si vous insérez, enfin si vous chargez votre facture dans PennyLane, de reconnaître les montants et de dire en fait: «Voilà, donc pour le e-reporting, il faudra déclarer tant d'euros de transaction». Voilà. Donc je pense avoir épuisé toutes les questions. De toute façon, comme je vous le disais, moi je vais vous envoyer le support de présentation. On va aussi vous envoyer le replay donc du webinaire pour que vous puissiez retravailler ça si besoin. Vous aurez mon contact aussi directement pour pouvoir me contacter sur si vous avez des questions sur le sujet. Là, il y a quand même notamment beaucoup de questions un petit peu spécifiques sur des logiciels de facturation où là, il faut qu'on regarde vraiment au cas par cas pour savoir ce qui va être possible de faire. Et donc, je vous invite vraiment à me recontacter et ne pas hésiter à le faire si besoin. Voilà. Merci à vous et une bonne journée à vous. Au revoir.